Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Ries, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Maïwenn Nénez. Après une formation initiale dans l'artisanat d'art en horlogerie, elle se réalise en tant qu'artiste à travers le gouaché de produits de luxe. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Maïwenn. Bonjour Maïwenn. Bonjour Benoît. Alors, bienvenue dans le podcast du Club des Gemmes. Dans cette première partie, on va parler un peu de ton parcours professionnel. Et puis, pour commencer, est-ce que tu pourrais partager un peu avec nous ce que tu as fait comme études au début de tes études en formation initiale? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un parcours un petit peu particulier. À la base, je suis horlogère. Donc, j'ai fait un CAP, puis un BMA, qui est l'équivalent d'un bac pro, un brevet des métiers d'art. Et je l'ai terminé par un DMA horloger, donc à Morteau en 2014. J'ai travaillé un petit peu l'année qui a suivi en Suisse, dans une petite, dans une boîte à Brugg, donc en Suisse alémanique, dans un atelier horloger. Et puis j'ai repris assez vite la voie de la création parce que c'est ce qui me manquait le plus à la sortie de mes études. J'avais envie de créer. Donc D'accord. j'ai repris en 2016 jusqu'en 2018 un BTS design de produits pour devenir par la suite designer dans le but d'être designer horloger, donc dans une manufacture suisse. C'était ça mon projet. Ça a un petit peu dévié. Je me suis intéressée à un métier d'art très particulier qui est le gouaché de bijoux, que j'ai découvert en 2014 en réalité, dans le même établissement où je terminais mes études horlogères, où j'ai eu la chance de rencontrer la classe des dernières années brevet des métiers d'art en joaillerie, où ils pratiquaient donc le gouaché. Voilà. D'accord. D'accord. Et peut-être, avant de commencer à parler un peu plus précisément du gouaché, t'as dit que tu as commencé la carrière professionnelle dans l'horlogerie. Et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu faisais plus précisément dans l'horlogerie quand tu as commencé à travailler? Tu as fait une petite mission, si j'ai bien compris. Alors c'était pas une petite mission, j'étais employée en tant qu'horlogère. D'accord. Pardon, donc vraiment dans ce premier métier d'horlogère, c'était quoi un petit peu, voilà, les activités Alors c'était un poste très polyvalent, c'est ce que j'ai apprécié dans cette année auprès de l'entreprise Thermitime SARL. Donc j'ai pu être employée en tant qu'horlogère pour du SAV compliqué, donc c'est-à-dire des montres qui donnaient des indications plus que l'heure, donc des montres avec des GMT par exemple, des tourbillons, donc qui sont des complications assez prestigieuses. Mais également j'ai pu encadrer des apprentis, ce qui m'a énormément plu. L'aspect transmission du savoir, pédagogie est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce métier. Et sinon, gérer un petit peu un atelier sous la supervision, bien sûr, de mon patron, Anthony Amateur. Ah oui, donc c'était vraiment très complet déjà. T'avais un bon pied dans l'horlogerie, quoi. Oui. Le principe d'aller jusqu'au diplôme des métiers d'art horloger, c'est d'être vraiment un horlogère complet. Donc on peut aussi bien travailler sur de la pendulerie que sur de la montre très compliquée, du SAV ou de la création, de la prototypie. Ça va vraiment englober le métier d'horloger au maximum. Voilà. D'accord. Oui, donc là, j'imagine qu'avec cette formation initiale,
des métiers d'art et que ta voie, elle était un peu toute tracée dans l'horlogerie et finalement, donc comme tu commençais à le dire, finalement tu t'es redirigé vers le gouaché. Donc quel a été un peu le déclic? Qu'est-ce qui a fait qui t'a amené à faire cette technique, à vouloir te spécialiser ou te reconvertir dans cette technique? Eh bien, déjà, tout part de l'enfance, hein, comme beaucoup de parcours passionnés. Oui. J'ai toujours aimé dessiner, créer de petites choses. L'horlogerie m'a plu dans le sens où je travaillais sur de belles pièces. Les mécanismes horlogers m'ont toujours fascinée. Ça a été un coup de cœur, mais dans lequel j'ai pas tout de suite trouvé la façon de m'exprimer dans le dessin, et j'ai toujours eu le désir de pouvoir repartir sur une voie créative dans ce métier. Pourquoi après je suis repartie en design, hein, c'est tout à fait lié. Et le gouaché, je l'ai découvert par hasard, en me perdant dans mon lycée, car les horlogers sont un petit peu entre eux, on va dire ça. Ouais. Et comment dire, en faisant la visite de mon lycée lors de portes ouvertes pour guider les personnes vers les tâches des métiers d'art, je suis passée par un chemin inconnu et je suis tombée sur les tâches donc des bijoutiers joailliers qui alors exposaient leur gouaché dans les couloirs. Et là, ça a été un coup de foudre. J'ai su qu'il fallait que j'apprenne cette technique. Donc, oui, donc vraiment le coup de foudre, ouais, le déclic tout de suite. Tout de suite, oui. En voyant cette technique, je me suis dit c'est ça. Et je vais coûte que coûte apprendre ce métier d'art. Je savais pas alors comment vraiment l'aborder, et j'ai eu la chance donc de faire la rencontre d'Agnès Vanet, donc qui était la professeure d'histoire de l'art et de gouaché donc des étudiants. Je lui ai parlé de ma passion du dessin, de mon parcours horloger et du fait que j'étais complètement amoureuse de cette technique au premier regard, qu'est le gouaché, et elle m'a accueillie gentiment dans son monde en m'ouvrant les portes de la salle de classe donc des dernières années BMA bijoutier joaillier. Et j'ai pu avoir la chance d'avoir des cours pour m'initier au gouaché, pas autant que j'aurais voulu parce que j'étais vraiment en dernière année de DMA. Faut savoir qu'en horlogerie, en DMA, on a une pièce à réaliser pour valider le diplôme, ce qui laisse très peu de temps pour autre chose finalement. Oui. Et donc j'ai pu avoir quelques cours, mais pas l'équivalent d'une année complète, hein. On parle de 4 à 6 sessions, si je me souviens bien, de quelques heures. Donc j'ai dû continuer à apprendre en autodidacte, même si j'avais une très bonne base déjà expliquée par la technique d'Agnès Vanet. Donc tu as terminé le DMA d'horlogerie et tu as fait en plus ces cours qui t'ont été ouverts un peu exceptionnellement de gouaché, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. C'est une chance d'avoir pu tomber dessus comme ça par hasard. Je me sens extrêmement chanceuse, oui. Et donc, juste pour... parce que, bon, moi, je connais pas, mais j'imagine qu'aussi les auditeurs vont pas forcément connaître. Et le gouaché, au départ, c'est vraiment associé à la bijouterie, au bijoutier joaillier, c'est ça, c'est pas à l'horlogerie, en fait. Dans les études classiques d'horlogerie, on n'apprend pas cette technique-là. Non, du tout. En horlogerie, on apprend le dessin industriel sur planche ou assisté par ordinateur. Donc j'avais déjà cette base-là de dessinatrice industrielle spécialisée en horlogerie du coup. Et cette base m'a quand même aidée quand j'ai découvert le gouaché, qui est vraiment une discipline, un métier d'art qui appartient à l'univers de la bijouterie-joaillerie. C'est leur manière de faire un dessin final d'un bijou. C'est une technique très particulière et qui demande des années de pratique afin de maîtriser parfaitement cet art.
Est-ce que justement tu pourrais m'en dire un petit peu plus, voilà. Donc là c'est un dessin, mais qu'est-ce qu'il a de particulier en fait ce dessin du gouaché? Est-ce que tu sais un peu d'où ça vient? Enfin pourquoi? Quelle est sa raison d'être en fait dans ce domaine de la bijouterie joaillerie? À quoi il va servir quoi de faire un gouaché? Il sert, de trame pour les ateliers. Si je devais remonter dans le temps, il y a toujours eu besoin d'avoir des traces dans toute création, que ce soit bijouterie ou autre objet. On a toujours eu besoin d'avoir des étapes de croquis et de recherche. Oui. Donc c'est vraiment avant la réalisation. Le gouaché il va Oui. vraiment arriver avant la réalisation pour faire comme un croquis. Il vient après l'étape du croquis. Ah, d'accord. Le gouaché est un dessin final. Okay. En gros, on a les premières étapes qui sont les recherches et les croquis. Donc on travaille la ligne de plan, on travaille sur les formes, sur les recherches. Et une fois qu'on a abouti une idée, il faut un dessin final pour avoir une première grande idée d'un bijou. C'est vraiment ce qui va le faire naître. Le principe est de le réaliser à l'échelle. C'est un dessin d'art, mais un dessin d'art industriel. Il répond à des codes qui répondent autant au nombre de dessins industriels que, je dirais, à la peinture académique, du point de vue des lumières, du point de vue de la représentation des couleurs, des effets visuels, de la notion de volume. Oui. Donc, on est entre le dessin industriel pur et une expression purement artistique. D'accord. Donc, il y a quand même une subjectivité, on va dire, de l'artiste qui va créer ce gouaché. C'est pas brut, c'est pas totalement objectif. Il faut quand même que ce soit extrêmement réaliste, car oui. C'est un dessin qui va convaincre un client d'acheter sa pièce. Ça doit être le coup de cœur quand il voit ce gouaché. Et ce gouaché va ensuite aller aux ateliers. Il va être accueilli donc par les différents artisans qui vont travailler sur la pièce. Donc c'est aussi un plan. C'est pour ça qu'il faut qu'il réponde à des normes industrielles. Donc généralement on le fait à l'échelle 1 pour qu'on ait la taille finale du bijou. Il faut que ce soit compréhensible par tous, donc c'est pour ça qu'il y a un travail aussi avec de la couleur, avec des effets de lumière, pour qu'on comprenne les différentes finitions d'un bijou, oui. Qui vont être traduites dans le gouaché. Il faut qu'on sache de quelle pierre il s'agit, donc il faut avoir des notions en gémologie. C'est intéressant, enfin, ça m'intéresse. On en reparlera après, mais et donc il y a aussi la texture, j'imagine. Enfin, faut pouvoir. Oui. Quand tu parlais de finition, ça doit être ça aussi. C'est la texture des matières qui sont utilisées. Voilà, il faut qu'on arrive à traduire en fait, qu'un artisan arrivera à traduire ce que le dessinateur a voulu exprimer dans le bijou qu'il a mis sur papier. L'idée est de ne pas avoir un artisan qui va tout le temps voir son designer en disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire là je comprends pas très bien comment est le métal, je comprends pas très bien comment cette pierre est fixée, quel est le serti, quelle est la taille de la pierre, quelle pierre tu as voulu mettre dans cette création. Ah oui. Donc c'est vraiment un dessin fini, riche dans son expression. Ça m'a l'air d'être quand même un exercice difficile, périlleux, parce qu'il y a vraiment en même temps, comme tu disais, il faut que ça puisse créer le coup de cœur parce que la pièce n'est pas réalisée et puis elle doit être vendue en fait. Donc il faut que le client final doit vraiment... Enfin, j'imagine que le choix de la perspective, de comment on dessine, comment on décide de dessiner cet objet, voilà, il faut pas que ce soit, je sais pas, juste de face. Faut pas que ce soit trop... académique non plus, même s'il y a des codes à respecter, j'ai compris. Il faut qu'il y ait aussi une émotion qui ressorte de ce dessin pour que le contrat puisse se faire en fait, et en même temps d'avoir cet aspect technique où dans le bijoutier, le joaillier doit pouvoir réaliser le bijou. Donc c'est vraiment un ensemble qui a l'air très périlleux. Oui. Effectivement, le gouaché, s'il est fait à la main,
s'il est fait de façon traditionnelle encore aujourd'hui, c'est parce que, comme tu l'as dit, il crée une émotion. C'est aussi un exercice de peinture au-delà d'un exercice industriel. Il y a pour les gouacheurs professionnels, on met aussi dans nos gouachers notre patte personnelle, notre âme d'artiste. On doit faire passer des émotions, et c'est en ça que le gouacher a encore un bel avenir, car c'est non seulement très émouvant du fait que c'est un métier d'art qui accompagne le métier de bijoutier joaillier depuis des générations et des générations dans les hautes maisons. On parle par exemple de Cartier ou de Van Cleef, qui c'est les premières méthodes de communication de leur création passaient par montrer les dessins. Oui. Montrer les dessins de la maison. On est dans l'univers du haut luxe, mais aussi du rêve. Et le fait de l'exprimer par la peinture, il y a une sensibilité qui n'existerait pas, à mon sens, par une conception informatique qui est très, a tout son mérite et a et à toute sa difficulté également. Je fais aussi des conceptions assistées par ordinateur, mais voir un gouaché ou voir un rendu aussi beau qu'il soit et aussi réaliste qu'il soit par ordinateur, ça ne crée pas chez le client la même émotion. On reste dans un domaine purement artistique, oui, à mon sens, et c'est de là que naît beaucoup d'émotions et beaucoup de coups de cœur. Moi, je suis tombée amoureuse, et c'est vraiment le mot, de ce métier rien qu'en le regardant. Et je pense que on n'a pas besoin forcément d'être gouacheuse dans l'âme pour ressentir ce type d'émotion. Après tout, sûr, l'art est universel. C'est vrai que moi j'ai vu tes réalisations, tes gouachés, c'est très beau, c'est magnifique. Enfin, ça fait rêver. Enfin, c'est vraiment comme tu disais, dans le domaine du rêve, du luxe, et ça, voilà. Ça paraît, enfin entre guillemets, ça paraît inaccessible, mais c'est dans le bon sens du terme, je veux dire. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait waouh, qui fait briller des étoiles dans les yeux. Oui. Et quand tu parlais justement de la matière, donc c'est vraiment, moi ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, voilà, c'est pas virtuel, c'est du réel, c'est de la matière. C'est ça aussi qui va faire toutes ces émotions. Et peut-être on pourrait parler un petit peu de en fait, le matériel nécessaire pour faire du gouaché, c'est quoi le matériel, entre guillemets, de base, ou pas seulement de base, mais quel est le matériel qui est utilisé? Eh bien, on a de la gouache. Tout commence par la gouache, donc qui est un mélange de pigments et de gomme arabique, pour simplifier, hein, c'est bien plus chimique que ça, mais oui. C'est tout par-delà. Les principales couleurs à avoir au tout début, je dirais, donc c'est le blanc et les 3 couleurs primaires. Le noir est pour moi secondaire. Moi, je me rappelle de ce que m'a dit ma chère Agnès Vanet, qui me disait: n'utilise pas le noir, c'est pas une couleur. On utilise le blanc, on utilise les couleurs complémentaires qu'on crée à partir donc des couleurs des 3 couleurs primaires. Oui. Et ensuite, il faut savoir que c'est une peinture qui s'utilise très facilement. Elle est soluble à l'eau. Mm-hmm. Elle peut se travailler donc en opaque ou en aquarelle, donc en diluant plus ou moins. On a une qualité de gouache quand même attendue pour ce type de métier, c'est une gouache fine ou extra fine. On va travailler également avec des pinceaux un peu particuliers. C'est des pinceaux extrêmement fins, étant donné qu'on travaille sur de toutes petites pièces. Donc, on a des pinceaux, par exemple, en poil de martre, avec quelques brins dans la brosse. On va dire ça. On utilise ce poil si particulier car il est en même temps souple et il a la particularité d'avoir une mémoire de forme. C'est-à-dire que la brosse va rester, la partie pinceau souple va rester toujours dans la même forme.
et va permettre un trait extrêmement sûr. Donc on les a plus ou moins épais, plus ou moins petits, pour pouvoir aller dans des détails extrêmement fins. Bon, d'une toute petite ligne au plus large, on va dire, un aplat très net de la peinture. C'est passionnant en fait. Enfin, c'est vraiment un monde complètement à part. Enfin, en tout cas à part pour moi parce que je suis pas dans ce monde-là et j'ai jamais vu comment ça se faisait. Et j'imagine aussi, je voyais dans les publications sur Instagram, sur ton compte Instagram, que tu étais souvent avec un casque sur la tête. J'imagine que tu dois être dans un état particulier aussi pour réaliser ces gouachés. Enfin, ça doit être un état un peu de concentration, j'imagine, extrême, et de détente aussi pour être précis. Enfin, je sais pas exactement, mais peut-être tu peux me parler un petit peu de dans quel état tu te mets pour faire ces gouachés. Eh bien, effectivement, c'est un mélange de grande concentration et puis de plaisir de peindre, car c'est un vrai métier de passion. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer passer des heures à regarder le même papier, le même pinceau qui va tracer des lignes, qui va étaler des couleurs, et se dire que avant qu'on soit satisfait pleinement de son gouaché, il faut y passer un certain nombre d'heures pour qu'il prenne vie enfin lorsqu'on pose les dernières lumières. Voilà. Ouais. Donc effectivement, je me mets dans un état dans une bulle. C'est vraiment comme ça que je le décrirais. J'aime beaucoup écouter de la musique. Je choisis mes musiques en fonction de la création que je vais travailler. Et je me mets dans ma bulle et je travaille. Et je travaille des heures sans me fatiguer, sans perdre patience, et il faut pas trembler. Voilà. Oui. Avec son pinceau. Peut-être tu pourrais me décrire un gouaché particulier dont tu serais la plus fière et me dire un peu justement quelles étaient les difficultés ou les défis à relever, le nombre d'heures un peu que tu as pris pour faire ce gouaché. Si je devais te parler d'un gouaché horloger dans lequel je suis particulièrement fière, ce serait le dernier officiel en date. Ce serait celui donc de la Tempus Fugit que j'ai peint donc pour l'équipe Julien Tixier, Dominique Renaud et le docteur Benoît Dubuis, qui est donc directeur de la Fondation Minartis en Suisse. D'accord. Donc c'est une pièce extrêmement compliquée. Il y a un vrai défi horloger et un vrai défi à gouacher. Ça a été assez extraordinaire de faire cette pièce. Ce qui a été très difficile pour sa réalisation, c'est qu'il fallait que je la réalise sur 2 vues. Habituellement, je ne fais qu'une vue, traditionnellement le côté cadran d'une pièce. Là, cette montre est belle et complexe de tous les côtés. Donc on a réalisé un gouaché. Je dis on car j'ai été accompagnée pendant tout le temps de ce gouaché donc par Julien Tixier, qui m'a aidé d'un point de vue technique à réaliser cette pièce d'exception sur papier. Ça m'a demandé en tout, c'était 125 heures de travail purement gouache. Ah oui, quand même. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été très très long à réaliser. Et d'un point de vue d'horlogère, c'était un réel plaisir à gouacher car j'avais vraiment l'impression au fur et à mesure que je peignais chaque pièce dans le respect de sa forme, de son matériau, de ses couleurs, de ses reflets. J'avais l'impression d'être à l'établi à chaque fois que j'en finissais une, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Donc, j'imagine que avec ta formation justement d'horlogère, c'était tout particulier ce gouaché quoi. T'avais vraiment une compréhension du produit à réaliser beaucoup plus fine qu'une gouacheuse qui n'aurait pas eu cette formation, quoi. Oui, ma formation d'horlogère m'aide beaucoup à apprécier pleinement le gouaché horloger, car j'ai vraiment une vision aussi très technique. Oui.
Après, je dis pas que c'est nécessaire forcément d'avoir fait des études horlogères pour gouacher des montres. Le gouacher est ouvert à tout passionné de gouacher, de peinture et d'amateurs de belles pièces. Vraiment, il n'y a pas ce n'est pas un métier fermé. Oui. Bah, justement, comme tu parles de ça, j'avais une petite question que j'ai sautée et qui tombe bien, on va dire, parce que pour se former à cette technique, donc toi particulièrement, tu as eu un petit peu, voilà, entre guillemets, un coup de chance, ou en tout cas un coup de, voilà, où tu es arrivé à ce moment, à un bon moment, au bon endroit, et je me demandais si des personnes voulaient se lancer dans le gouacher. Est-ce qu'il y a tu sais s'il y a des formations vraiment qui apportent juste ce point-là, ou on peut aussi se lancer en autodidacte? Alors, on peut se lancer en autodidacte parce que j'ai eu la chance donc effectivement de suivre quelques cours avec Agnès Vernet qui m'ont permis de me lancer vraiment. Mais on peut tout à fait se lancer en autodidacte. Je dirais que tout est possible du moment qu'on a la passion. Oui. Sinon, il faut aussi penser à se diriger vers des formations de bijoutier joaillier, car c'est là que vous aurez donc un encadrement avec des professeurs qui apprendront la technique jusqu'au bout et peut-être pourront répondre à beaucoup plus de questions que si on se lançait toute seule. Après, j'ai pu avoir la chance au fur et à mesure de ma formation personnelle en autodidacte d'avoir accès quand même à certains ouvrages. La démonstration de ce métier qui offre des conseils. Donc c'est vrai que c'est très particulier, des ouvrages un peu difficiles à trouver, mais je dirais que même si un encadrement avec des professeurs est toujours, on va dire, plus appréciable, il n'y a pas de formation où on apprend que le gouacher. Oui. Il y a une école, je sais qu'il y a une école à Paris qui offre une formation où on va apprendre certaines phases de métier de designer joaillier, dont le gouacher. Mais c'est une école très particulière qui a son coût, évidemment, car c'est des cours particuliers. D'accord, oui. Donc là, c'est vraiment pointu, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une formation à la carte, parce que faut vraiment avoir un profil pour entrer dans ce type d'école. Ouais, d'accord. Donc, je parle de l'Académie des métiers d'art à Paris ou oui. de la Haute École de Haute Joaillerie aussi. Oui. Où là, on peut avoir des cours en session en particulier. Je sais que ça existe. Mais après, pour avoir un profil très particulier, généralement, on préfère qu'il y ait quand même un background un peu bijoutier joaillier déjà. L'entrée dans ce type d'école est très encadrée, donc on entre par la présentation d'un book et d'un projet professionnel généralement. On ne peut pas rentrer comme ça. Vous pouvez déjà être bien avancé et bien dedans, ouais. quoi, bien dans le domaine. Oui, il faut qu'il y ait un projet quand même avancé derrière. Mais sinon, pour les jeunes qui veulent découvrir ce métier seul, je pense qu'il faut quand même passer par la formation bijoutier joaillier pour avoir accès aux cours donc d'histoire de l'art du bijou et de gouacher. Je pense aussi à des cours qui sont accessibles en ligne, en distanciel. Je pense à la formation qu'a créée une de mes consoeurs, amie et gouacheuse, Estelle Lagarde, qui est basée à Annecy. Pour partager donc l'art qui nous passionne toutes les deux, elle a créé des formations en ligne accessibles à tous. On n'a pas besoin d'être forcément dans la joaillerie pour accéder à ces cours. Il y a des packs étudiants et des packs non étudiants. C'est vraiment des cours très très bien illustrés. Ça se présente sous forme de vidéo et on peut imprimer en fait les formes des pierres qu'on va travailler à partir donc de son site Estelle Lagarde joaillerie Estelle Lagarde Drawing. Voilà, on peut accéder à ces cours. C'est très ludique, c'est très accessible.
on peut avoir un très bel aperçu de ce métier, et puis elle assure un suivi de chacun de ses étudiants. C'est assez bien encadré, voilà. Voilà, une formation auquel je pensais aussi pour tous. Voilà. D'accord. Et pour toi, avant qu'on parle un petit peu de Pierre, j'avais une dernière question sur ce serait quoi pour toi les qualités importantes pour être gouaché, gouacheuse? Voilà, quelles sont les qualités vraiment nécessaires? Eh bien, déjà une certaine passion pour tu commences par là. Une certaine passion pour le dessin, pour l'expression plastique. Faut aimer peindre. Hein. C'est pas certains apprécieront plus, par exemple, s'exprimer au crayon. Le gouaché, c'est vraiment une discipline où il y a de la peinture. Donc, faut aimer s'exprimer comme ça. Il faut avoir aussi une bonne compréhension des volumes. Des certaines facilités qui peuvent être vues dans le dessin académique, mais aussi industriel. On parle quand même d'objets qui doivent être réalisés à l'atelier. C'est pas une toile qu'on fait comme ça. Donc il faut aimer représenter les objets. Il faut être patient parce que c'est comme j'ai dit, on passe des heures sur une planche, sur un papier. Et le gouaché va prendre, on va dire, pleinement vie qu'une fois qu'on a les lumières de poser, les ombres aussi de poser. Donc qu'on aura l'aspect du volume complet, et ça prend des heures. Oui, c'est vraiment des heures après, oui. Donc il faut avoir une certaine patience. Il faut pour ce qui est de ceux qui ont peur parce que ils se trouvent ne se trouve pas doué en dessin, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui auront des facilités et d'autres qui mettront des années à apprendre, mais il faut pas se décourager. Donc oui, peut-être être courageux aussi, croire en soi, en ses capacités et apprécier son métier. La persévérance aussi, quoi. Oui, c'est le mot. Oui. Oui, bah merci. Ça donne bien. Enfin, moi, je trouve que ça donne bien envie, mais en fait, j'aime tellement plein de choses et en fait, c'est vraiment, c'est mystérieux en même temps. Voilà, ça a l'air de vraiment, même s'il y a cet esprit de concentration et de précision, d'appeler à la détente d'une certaine façon. Donc, je sais pas si c'est vraiment le mot, la détente, parce que c'est vraiment de la précision et ça doit être rigoureux, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on peut en retirer de ce métier. Oui, en effet. Je voulais maintenant aborder une dernière partie de cet entretien et de parler des pierres qui vont te faire, les pierres qui te parlent ou qui te font le plus vibrer. Et peut-être on peut dissocier, mais on peut déjà voir par rapport à la technique du gouaché vraiment quelles sont les pierres que tu vas aimer particulièrement peindre. Alors, j'ai effectivement préféré dans les pierres. J'aime énormément les opales. C'est vraiment une pierre qui me fait voyager parce qu'elle est multifacette dans sa structure. Elle offre des couleurs incroyables. Elle n'a jamais le même visage en fonction de la façon dont on la regarde, de la lumière qui va venir la traverser. Donc c'est une pierre mystérieuse et un vrai défi à peindre. Je dirais pas difficile parce que chaque pierre a sa personnalité et chacune a sa difficulté. Et celle-ci est particulièrement c'est un défi à chaque fois de peindre une opale. C'est jamais la même chose. Et j'ai pu découvrir cette pierre grâce à certains clients pour lesquels j'ai fait beaucoup de créations. Oui. L'opale, c'est vrai qu'en fonction de l'angle de vue, on va avoir vraiment les jeux de couleurs qui vont s'exprimer différemment. Donc, j'imagine que d'un gouaché d'opale,
il faut vraiment, voilà, si ça prend plusieurs heures, enfin comme ça prend plusieurs heures, et Oui. ben il va falloir retrouver cette même angle qui va devoir ressortir le même jeu de couleurs parce qu'autrement on est perdu après. Enfin, on n'arrive plus à voir la Et pierre oui, comme on l'avait vue. oui. J'ai la chance avec mes clients. Donc c'est la maison Stardust Opal qui est basée à Lausanne, près de Lausanne en Suisse, Oui. qui donc est spécialisée dans de très très belles pierres. J'ai eu la chance de faire certaines très belles créations pour vraiment apprécier et puis pouvoir retranscrire cette opale particulière parfaitement. Il a fallu que je l'ai en garde pendant plusieurs semaines pour la regarder, pour comprendre comment elle était faite, quel visage, on va dire, cette pierre donnait le plus, parce que, comme tu dis, suivant l'angle, suivant la lumière, suivant l'heure du jour, elle peut avoir un aspect différent. Oui. Donc, il a vraiment fallu que je passe du temps à connaître cette pierre, et c'est pour ça que j'ai apprécié particulièrement qu'on me la confie, le temps de la poser sur une création. Je partagerai dans l'épisode le gouaché qui en est ressorti si tu veux bien. Et je vais demander si alors ouais, si t'as l'autorisation, il y a pas de souci si c'est pas possible. En tout cas, déjà tu nous l'as bien décrite, cette pierre et cette réalisation, ce gouaché, c'est la difficulté qui et en fait la nécessité déjà d'aimer la pierre, ça c'est vrai, mais de l'avoir en main, parce qu'autrement on n'arrive pas à se la représenter en fait. Non, en effet, par exemple, pour les opales, contrairement aux montres où je peux travailler à partir d'une belle photo ou d'un plan avec un entretien avec un horloger, l'opale, il faut vraiment que je la voie, que je l'ai avec moi pour si je dois partir d'une pierre précise, parce que bien sûr je peux interpréter avec une opale qui sort de mon imagination, et puis là c'est moi qui la crée, je ne pars pas d'une opale qui existe. Oui. Mais s'il faut partir d'une opale existante, ce qui était le cas pour la création dont j'ai parlé, c'était très important pour moi de l'avoir avec moi. Une photo n'aurait pas suffi, parce que c'est insuffisant pour connaître cette pierre. C'est vraiment une rencontre avec un matériau, un minéral d'exception qui est nécessaire pour apprendre à la connaître. Oui. Et par rapport justement à la réalisation de ces gouachés avec des pierres, enfin ils ont tous plus ou moins des pierres dans ceux que j'ai vus que tu faisais, et est-ce qu'il y en a, peut-être à part l'opale, si c'est l'opale, mais est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement difficiles à réaliser en gouaché, et puis pourquoi en fait, qu'est-ce qui va faire? Là, l'opale on en a déjà parlé, donc peut-être qu'une autre pierre qui est particulièrement difficile. Je dirais que dans les pierres facettées, ce qui est compliqué à représenter, c'est plutôt comment la lumière traverse la pierre et comment le représenter du coup sur un gouaché pour que ce soit compréhensible. Oui. Pour qu'on comprenne aussi sa taille, la taille de pierre. Par exemple, je pense à une forme en particulier de taille de pierre qui est compliquée pour moi à représenter, ce serait la briolette, parce que là c'est un ensemble de facettes sur toute une gemme. Donc là ça c'est un exercice compliqué. Je voulais parler d'un autre exercice qui soit passe soit casse en gouaché, c'est le travail de la perle, hein, parce que c'est très particulier à représenter. C'est un travail volumique d'abord, hein, qui est la sphère, hein, et à traduire l'effet nacré d'une perle et toute sa brillance comme toutes ses ombres, hein. C'est ce qui est compliqué. Ça, c'est moi un exercice qui me détend particulièrement. Donc il est complexe à faire, mais c'est vraiment s'enfermer dans une bulle que de faire une perle. Donc traduire ces lumières, l'Orient de la perle,
la douceur de sa nacre, les reflets irisés ou pas qu'elle arbore, c'est toujours un joli défi de faire une perle. Et ben oui, c'est vrai que c'est mystérieux. Enfin, il y a plein de couches aussi. Enfin, dans les perles, en fait, il y a plein de couches de couleurs, de jeux de couleurs. Enfin, le jeu d'iridescence de la perle est très subtil aussi. Enfin, c'est vraiment pas. Voilà, ça doit pas être facile. En même temps, c'est pas mon métier, mais oui, j'imagine le défi à relever, oui. Mais ouais, on est bientôt à la fin de cet entretien. Et est-ce que tu pourrais recommander peut-être aux auditeurs un livre ou un film, peut-être même une musique, vu que l'écouter de la musique en travaillant, qui t'a particulièrement plu ces derniers temps? C'est pas forcément lié au travail que tu fais, hein. Ça peut être lié, mais pas forcément. Alors, s'il y a un livre que je pourrais recommander pour l'histoire donc de ce métier qui est si particulier, c'est Le dessin de bijoux, donc des éditions Norma, qui a été réalisé par l'École des Arts Joailliers. Donc c'est un très beau livre qui explique l'histoire du dessin de bijoux et du métier de gouacheur. Ah. Donc c'est peut-être un des premiers livres qui parle de ce métier et qui lève le voile sur le secret donc des grandes maisons qui font appel à ces artistes et dessinateurs industriels que sont les gouacheurs et gouacheuses. Ça m'a l'air parfait comme livre pour découvrir ton univers. Oui, c'est un très beau support pour comprendre ce métier et pour les étudiants qui voudraient se lancer et apprendre à commencer à dessiner des bijoux. Je peux recommander aussi le livre Dessin de bijoux de Dominique Audet, qui reprend vraiment, là c'est vraiment un livre leçon, un livre court sur le dessin de bijoux, comment traduire les volumes. Donc là, vous n'aurez pas vraiment de cours de gouacher, mais vous apprendrez comment représenter un bijou sur ses différentes faces. Donc on a des notions de dessin industriel et on a quand même un beau chapitre sur les différentes façons de représenter les pierres et traduire leurs ombres et lumières. Donc ce sera pas en couleur, mais on a déjà une très jolie base pour commencer à apprécier ce type de dessin si particulier. Voilà. Et si j'ai une musique à recommander lorsque vous partez dans un gouacher vraiment dans l'imaginaire, dans la légende et dans le fantastique, j'aime beaucoup gouacher sur Aquarium, donc du Carnaval des animaux, qui est un morceau très court, mais où on est dans les bulles, quoi. Je parle beaucoup de bulles, de s'enfermer dans ma bulle, donc j'aime beaucoup écouter l'Aquarium. Voilà. Pour finir vraiment cet entretien, est-ce que tu pourrais juste nous dire comment on peut faire pour te joindre, sur quel réseau tu es, ou par email? Donc je suis principalement sur Instagram pour l'instant. J'ai un site internet qui est en cours de réalisation, donc c'est pour bientôt, mais j'ai pas encore de date précise. Donc pour l'instant, on peut me contacter donc sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Maïwen Ménez, tout attaché. D'accord. Sans minuscule, sans accent. Donc on peut retrouver mes travaux et on peut me contacter professionnellement par là. Bah, je te remercie Maïwen et je te dis à bientôt. À bientôt Benoît. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité. Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.